C'est bon? Yeah. Ok, super. Alors, je vais vous parler de tout ce qui est vision par ordinateur autour de nous. Comme vous le savez, on entend vraiment beaucoup parler de tout ce qui est intelligence artificielle, c'est monter, c'est aller à gauche, c'est aller à droite et tout. Mais moi, je vais vraiment parler de manière très générale, en fait, des concepts de ce que c'est l'intelligence artificielle et surtout de la vision par ordinateur parce que c'est une branche, en fait, de l'intelligence artificielle. Alors, depuis tout ce temps qu'on entend parler, oups, depuis tout ce temps qu'on entend parler, est-ce qu'on peut vraiment se fier à ce que c'est que la vision par ordinateur ou l'intelligence artificielle de manière générale? Les questions qu'on doit se poser aujourd'hui, en fait, sont est-ce que, premièrement, qu'est-ce qui a d'abord, en fait, amené les hommes à créer l'intelligence artificielle, à créer la vision par ordinateur? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Premièrement, est-ce qu'il y a vraiment des similitudes avec la vision de l'homme, en fait? Comment est-ce que ça fonctionne? Quelles sont ses applications? Où est-ce que nous la rencontrons? Est-ce que, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, elle est vraiment élargie, en fait? Hello, hello Ingrid. On Yeah. a, il faut un peu parler un peu avec voix haute parce que Ah ouais, là, vous on ne m'entendez reçoit. pas? On t'entend, mais c'est un peu bas la voix. Ah ouais? Ok, d'accord, Oui, du là, coup, je dois crier un peu là. non, là, Crier, c'est crier. bon. Là, c'est bon. D'accord, ok. Ok, c'est bon, merci beaucoup. D'accord. Alors, je disais ceci. Depuis un certain temps, on entend parler des intelligences artificielles. Alors, le but pour moi aujourd'hui, c'est vraiment un peu de démystifier tout ce qui se passe autour de manière générale, mais plus précisément parler de la vision par ordinateur. Alors, les questions qu'on doit se poser et les questions auxquelles on essaiera de répondre, en fait, sont qu'est-ce qui a premièrement poussé les hommes à parler de la vision par ordinateur, l'intelligence artificielle et tout? Comment est-ce qu'elle fonctionne au quotidien? Où est-ce que nous la rencontrons? Quelles sont ses applications? Et est-ce qu'elle est vraiment exacte et extrême, en fait, dans son application au quotidien? Alors, en sommaire, nous avons premièrement, ok, en sommaire là, nous avons l'histoire. On va commencer par l'histoire. Après, on va parler du processus de la vision par ordinateur. Après, on aura son intérêt, puis les applications et une roadmap pour tous ceux qui seront intéressés, j'en suis sûre en fait, pour apprendre cette science très très intéressante. Alors, déjà par définition, je pense que selon Wikipédia, hein, l'intelligence artificielle, c'est quand les machines et les systèmes informatiques simulent le processus de l'intelligence humaine. Bon, c'est un peu normal parce qu'on entend intelligence artificielle. C'est un peu normal que bah, c'est l'intelligence qui simule le comportement de l'homme en fait. Donc, du coup, c'est un peu ça. Alors, comment ça a commencé? On repart dans les années 1950. Généralement, les gens s'en foutent un peu de ce que c'est l'histoire, mais je pense que c'est important en fait de comprendre comment ça a commencé, par qui ça a commencé. Alors, premièrement, là, on va parler de Rosenblatt, qui a pensé que l'ordinateur simule un réseau de neurones, le perceptron, dans les années 1950 en fait. Après, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de scientifiques, de grands hommes et de grandes dames surtout, qui ont beaucoup contribué à l'avancée de cette science-là. Et là, je parle principalement de la vision par ordinateur, mais de l'intelligence artificielle aussi en fait. Du coup, après, dans les années 1960, ils ont essayé en fait d'imiter le système visuel humain, parce que là on parle de vision et tout. Et c'était vraiment la première étape. Oups, pardon, je sais pas ce qui se passe. C'était vraiment la première étape en fait pour doter les machines, en fait, les robots, de tout ce qui est vision intelligente. Après, en 1966, il y a les pionniers de l'intelligence artificielle qui ont suivi, Simon Papert et Bernanke. Puis après, on a eu Fukushima, le célèbre Fukushima, qui avait son néoconnétron, qui a entendu, qui a fait beaucoup de choses. Alors, la révolution, elle commence quand le français Yann Lequin crée le premier réseau de neurones convolutifs, en fait, en 1980. Et ça a été vraiment inspiré du travail précédent de Fukushima. Du coup, là, ça se comprend un peu, en fait. Et après, au fur et à mesure, on évolue les années 1986 avec l'étalonnage des caméras, parce qu'en fait, quand on parle de vision, il faut déjà acquérir, en fait, l'image. Il faudrait vraiment avoir une bonne qualité d'image pour que le processus soit vraiment bien et qu'on ait de bons résultats à la fin. Ensuite, au début des années 2000, notre ère actuelle, un changement s'est produit avec l'interface et toute l'infographie, comme vous pouvez, bon, je pense que vous avez entendu parler. Et en 2001, l'IA était déjà capable de reconnaître les visages. Je ne sais pas si on se suit, mais il y a vraiment un processus en fait qui est effectué. Beaucoup de personnes travaillent, un travail accompli par plusieurs personnes. Et en 2012, on a des chercheurs canadiens qui ont développé le réseau de neurones convolutifs AlexNet, exprimé dans la compétition ImageNet. En fait, ImageNet, en fait, c'est une plateforme sur ligne et tout. Je pense que vous pouvez, si vous êtes intéressé, en savoir plus. Et aujourd'hui, comme je suis vraiment présente ici, j'entre dans l'histoire en présentant la Computer Vision à la première édition de Wilton.
Merci, ça fait plaisir. Donc, du coup, j'entre dans l'histoire désormais, on évolue. Alors, qu'est-ce que la computer vision et c'est quoi son rapport avec l'intelligence artificielle? Quand on entend computer vision, vision pour ordinateur en fait en français, c'est vraiment un domaine scientifique qui est censé juste simuler ce que l'on voit autour de lui et vraiment transmettre ça à une machine en fait pour que le processus puisse être facile en fait. Du coup, c'est un domaine scientifique. C'est pour moi que la définition en fait, je l'ai prise sur Wikipédia aussi. C'est un domaine scientifique et une branche de l'intelligence artificielle qui traite de la façon dont les ordinateurs peuvent acquérir une compréhension de haut niveau à partir d'images et de vidéos numériques, surtout de bonne qualité. Du coup, du point de vue de l'ingénierie, il cherche vraiment à comprendre et automatiser les tâches que le système visuel humain peut effectuer. En fait. C'est pour ça que c'est vraiment très très intéressant. Dit comme ça, je ne sais pas si vous comprenez ou alors si vous êtes en phase avec moi là, mais dit comme ça, c'est vraiment une science qui est passionnante en fait. Et elle donne envie d'en savoir plus. Alors, la relation entre l'intelligence artificielle et la vision par ordinateur est parce que là, par exemple, je vous présente ce diagramme. On a l'intelligence artificielle et après, on a la robotique, qui est une science aussi très, très, très magnifique. On a le machine learning, qui compose aussi beaucoup de sous-couches avec l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, semi-supervisé par renforcement. Mais le plus important de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec la quantité de données qu'on exploite au quotidien, c'est important en fait de comprendre qu'il faut beaucoup de données. Et maintenant, pour vraiment optimiser nos algorithmes, beaucoup de chercheurs ont mis sur pied le deep learning. Deep learning, ça signifie en fait apprentissage profond. Et dans l'apprentissage profond, maintenant, on a les réseaux de neurones convolutifs qui ont été créés en 1980 par Yann Lequin, comme j'ai présenté bien. Et vraiment, quand on regarde, on voit que la computer vision, en fait, c'est l'association de toutes ces données-là. Et pas que. Et en fait, aussi, c'est vraiment ce qui est magnifique avec cette science-là, parce que on a l'intelligence artificielle, on a la robotique, on a le machine learning, on a tout ça. Et ça vient vraiment se lier pour résoudre beaucoup de problèmes au quotidien. Donc, c'est vraiment ça, la beauté, en fait, de la science. Et maintenant, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que l'ordinateur fait pour comprendre que, voilà, j'ai une image, il faudrait que je la traduise, il faudrait que je la comprenne, il faudrait que je puisse exploiter des données, ressortir des données. Cela passe par quoi? Alors, comment ça marche? Là, on a une jeune fille, supposons un jeune enfant avec un papillon dans la main. Nous, en tant que personne humaine, nous voyons un papillon, un très beau d'ailleurs, mais est-ce que l'ordinateur, lui, il comprend ça de cette façon-là? Non. C'est vrai qu'après, en fait, l'idée de la photo, c'est vraiment de faire comprendre comment est-ce que la machine, elle assimile en fait les images. Alors, là, on a un papillon, du coup, et maintenant, pour traduire cette image-là à l'ordinateur, c'est à partir en fait des matrices. L'ordinateur, lui, ne va pas voir que c'est un papillon, mais c'est en fonction des données numériques et mathématiques qui seront traduites à l'ordinateur qu'on pourra comprendre que il s'agit d'un papillon. Maintenant, comment est-ce que l'image est constituée? À la base, l'image est faite de pixels. Et maintenant, les pixels ont des codes. Maintenant, c'est l'ensemble de ces codes-là qui représentent en fait l'image en elle-même. Et généralement, quand on parle d'image colorée, on a une matrice RGB, genre red, green, blue en anglais et RVB, red, rouge, vert, bleu en français, voilà. Donc du coup, c'est un peu la matrice essentielle. Et les éléments, les nombres en fait, pour les pixels sont toujours situés entre 0 et 257, légèrement dehors. Donc, du coup, on a vraiment beaucoup de couches en fait pour juste former une image. Donc, du coup, là, nous on voit un papillon, mais l'ordinateur, lui, il aperçoit une matrice avec beaucoup d'informations en fait qui traite à sa façon. Alors, c'est quoi le processus? Après l'acquisition de l'image, là, on a l'acquisition de l'image en fait, il y a vraiment un processus de segmentation afin de pouvoir extraire, segmenter les informations et maintenant tirer vraiment le profit de ce qu'on recherche. Et maintenant, il faudrait aussi savoir comment est-ce qu'on peut exploiter ces images-là pour vraiment ressortir les éléments essentiels. Alors là, on a vraiment le processus de segmentation avec le pré-processing, genre le pré-traitement, la segmentation et le post-traitement. Après, on a l'extraction des éléments essentiels. Après, on a la classification et enfin, on a le résultat en fait. Donc, du coup, c'est un peu ça de manière basique le but en fait le processus et le but en fait de la vision par ordinateur. Bon, je vais prendre un cas vraiment simple parce que là, on a parlé des réseaux de neurones convolutifs.
et qui sont basées naturellement sur les réseaux de neurones. Alors, par exemple, là, une image, bon, supposons pas, c'est en fait euh, un but de classification pour savoir si un patient est atteint de cancer de la peau ou pas, par exemple. On a une image en fait de la peau, bah, de la peau de la personne et tout. Maintenant, l'image en fait, elle est brute, plus ou moins, elle a l'état brut. Donc, comment est-ce qu'on traduit ça en fait à la machine et comment est-ce qu'elle fait pour comprendre que ouais, voilà ce que je dois faire et voilà ce que j'attends du temps. Grâce à plusieurs algorithmes, notamment les algorithmes de réseaux de neurones convolutifs, pardon, on a vraiment cette possibilité. Alors, la machine, elle, on a l'image montrée qui est traduite en fonction de plusieurs matrices, comme je dit tout à l'heure. Et en fait, on a maintenant cette séquence en fait de découpe de l'image en fait par la machine. C'est un processus en fait, c'est pas manuellement que c'est fait. Hein. C'est vraiment avec les CNN et le processus en fait des suivi. Du coup, on a l'image montrée, elle est segmentée là tout de suite. Et maintenant, chaque partie en fait de cette image là que vous voyez, l'algorithme en fait essaye d'extraire des informations. Comment on extrait des informations? Il y a des filtres en fait appropriés pour ça. On peut avoir le filtre Moiner par exemple, on a des filtres gaussiens. Quand on applique en fait, que chaque personne applique, chaque scientifique applique en fonction de ce qu'il attend et ce qu'il aimerait avoir en fait du résultat en fait, voilà. Et après maintenant pour chaque partie, on a vraiment ce processus-là. On a la convolution qui est appliquée à chaque fois. On a le max pooling. À chaque fois, en fait, le but, en fait, c'est de réduire, en fait, le format de l'image pour pouvoir juste retirer l'essentiel de cette image-là et garder, en fait, les éléments essentiels qui vont nous dire si oui ou non la personne a atteint de cancer de peau. Parce que généralement, quand on a le cancer de peau, en fait, dans ce cas-là, c'est vraiment avec des pigmentations sur la peau et tout. Donc, le but de l'algorithme ici, en fait, c'est d'extraire en fait ces images-là, ces différences-là. S'il y a des pigmentations, oui, t'attends. S'il n'y en a pas, non, t'es pas attends. Donc du coup, c'est un peu ça le but en fait. Donc du coup, là, on a vraiment avec le maximum, par exemple, qui est dans le but de réduire en fait, la dimension de l'image, tout en maintenant les éléments essentiels. On conduit au fur et à mesure parce que c'est répétitif en fait. C'est répétitif afin de pouvoir obtenir les éléments essentiels, comme je dis tout à l'heure. Du coup, après tout ce processus de convolution et de max pooling, on obtient enfin une couche aplatie avec toutes les informations dessus. Et à partir de là, l'algorithme peut nous dire si oui ou non bah, le patient il a atteint de cancer de peau.